avec Sarah Lou Cohen qui nous a rejoint, Ada Cabana, le professeur Grimaldi qui nous accompagne ce soir dans BFM Story et Alain Duhamel. Sarah Lou Cohen, ce virologue marseillais qui fait tant parler, il fait la une de Paris Match d'ailleurs cette semaine avec son traitement à base de chloroquine. D'ailleurs, un nouveau décret va encadrer la délivrance du plaquenil, des dérivés de chloroquine. Il divise la communauté scientifique, il fait réagir les politiques, tout le monde s'en mêle. Il serait le symbole de la lutte contre les Parisiens, les mandarins, les technocrates. Oui, effectivement, il a à la fois ses adeptes, on l'a vu, beaucoup d'hommes politiques sont montés au créneau pour le défendre, surtout dans le Sud. Christian Estrosi, qui est soigné d'ailleurs dans son institut, Renaud Muselier aussi, qui est venu le défendre, Valérie Boyer. Et puis, il a ses adversaires dans la communauté scientifique, qui dénoncent à la fois sa méthode, parce qu'on rappelle qu'il s'est fait connaître du grand public, parce qu'il a annoncé il y a quelques jours qu'il avait trouvé un moyen de guérir le coronavirus. Et c'est ainsi qu'il est apparu, d'ailleurs avec il a utilisé une chaîne YouTube, il communique beaucoup sur YouTube, ce qui est d'ailleurs assez étonnant dans la communauté scientifique. Et il a un compte Twitter, il communique beaucoup et il communique de façon étonnante. D'ailleurs, tout est étonnant chez ce personnage. D'abord son physique, il ressemble à une sorte de druide et il promet une potion magique. Et effectivement, il a une façon de s'exprimer qui est toujours à rebours. Il aime ruer dans les brancards. Tous ceux qui le connaissent disent qu'il a toujours fonctionné comme ça. J'étais au téléphone avec un journaliste, un ancien de la Provence, qui le connaît depuis 25 ans et qui raconte que d'ailleurs, adolescent, il adorait porter des manteaux de fourrure au lycée, qu'il aimait provoquer. Et il a une façon effectivement provocante d'annoncer les choses. Et d'ailleurs, quitte parfois à se contredire, parce qu'on rappelle qu'avant de promettre d'avoir trouvé le remède miracle, il a quand même expliqué que le coronavirus et ce qui se passait en Chine était l'inquiétude qui montait était peut-être un délire et qu'on n'avait pas à s'inquiéter. En tout cas, effectivement, il divise. Pour l'instant, on l'entend peu. Il choisit quelques médias, notamment, vous l'avez dit, il communique beaucoup avec les médias locaux à Marseille parce qu'il dénonce l'establishment parisien et la communauté scientifique qui, dit-il, ils vivent tous à Paris. Donc il est vraiment dans un discours qui est un discours aussi où il cherche à provoquer et à effectivement détonner. Il est très populaire aussi à Marseille parce qu'avec son établissement, professeur Grimaldi, il teste. C'est-à-dire qu'on peut aller à Marseille, dans son établissement, se faire tester, qu'on soit d'ailleurs malade ou pas. Visiblement, il y a des files d'attente sur plusieurs heures, du matin au soir. Et alors à Marseille, je peux vous dire qu'il est très populaire. D'ailleurs, ceux qui viennent ne viennent pas seulement de Marseille. Ça, c'est le côté un peu irresponsable, parce qu'au fond, être un origine... beaucoup de gens qui font des grandes découvertes sont des originaux. L'inverse n'est pas vrai. Tous les originaux ne sont pas des grands savants. Mais par contre, appeler les gens à venir comme ça, y compris ceux qui sont peut-être pas malades ou qui ont des inquiétudes, c'est prendre des risques, c'est dire tous les autres sont absolument nuls, le confinement ne sert à rien. Et là, c'est prendre des risques pour le reste de la population. Donc on a le droit d'être génial, ou de se croire génial. On n'a pas le droit de s'imposer aux autres parce qu'on a une idée forte. Mais les élus du Sud, la plupart classés à droite, sont fans de Raoult. Christian Estrosi a dit qu'il l'avait sauvé carrément de ce virus. J'ai entendu Valérie Boyer, Gilbert Collard du Rassemblement National. Oui, bon, d'abord, les hommes politiques ne sont pas des médecins, sauf erreur. Et donc, c'est pas à eux de juger de la pertinence des thérapeutiques qu'on utilise. C'est aux médecins et aux scientifiques de le faire. Ensuite, c'est effectivement un personnage assez étonnant qui est à la fois qui a des intuitions fulgurantes, qui a d'ailleurs fait des découvertes importantes dans le passé. Quand le comparer aux Gilets jaunes, pour moi, c'est absolument le contraire. Ah bon ? Les Gilets jaunes, c'était des Français modestes, qui se sentaient abandonnés par tout le monde et qui prenaient des formes de manifestation extrêmement actives. Lui, c'est un mandarin. C'est un grand professeur. Il a les cheveux longs, mais c'est un mandarin. Mais oui, mais c'est un expert mondialement reconnu. Oui. Et alors, il est mondialement discuté aussi, mais mondialement reconnu. Et il a incontestablement des découvertes très importantes à son actif. Il dispose aussi d'un budget très important à Marseille. Ce qui prouve bien... L'IHU Méditerranée Infection. Peut-être le plus bel établissement du genre en France, ce qui prouve bien que ça n'est pas non plus un persécuté.
Parce qu'arriver à obtenir quelque chose comme ça, c'est au contraire un énorme privilège. Moi, je dirais que jalousie aussi peut-être. Bien sûr. Mais aussi sa forme d'expression, parce qu'en gros, il dit aux autres si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes des imbéciles. Je n'en rajoute pas, c'est vraiment ce qu'il dit. Mais moi, ma théorie, c'est que c'est pas du tout le gilet jaune ou Astérix contre les Romains. C'est un non-conformiste de l'establishment. C'est quelqu'un, il me fait penser à un immense savant, donc c'est pas désagréable ce que je dis en l'occurrence, qui était Alan Turing, qui est l'inventeur en fait pratiquement de l'ordinateur et qui surtout pendant la guerre est celui qui avait décrypté Enigma et dont on dit qu'il a fait gagner jusqu'à 1 an de guerre. Et on l'a su beaucoup plus tard. Et c'était un personnage comme lui, génial, qui trouvait des choses formidables, insupportables, traitant les autres comme des imbéciles, complètement dans sa tête à lui. Alors, on le suit, on est bien, on le suit pas, ça ne va pas et on n'existe pas, qui exige de la discipline, presque de la servilité vis-à-vis de lui, alors qui fait des découvertes formidables, qui est invivable, qui est d'ailleurs un peu déséquilibré, accessoirement, psychiquement, mais qui a un très grand génie. Anna Cabana. Mais c'est un mandarin qui se prend pour un Messie 2.0. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette double dimension. Messie 2.0, parce qu'on a vu sa capacité à utiliser tous les réseaux sociaux et à se faire connaître et à communiquer. Je veux dire, il sort un livre, enfin vous avez vu. Oui, il sort un livre, là. Épidémie, vrai danger, fausse alerte, chez Michel Lafon. Mais il y a aussi la dimension prophétique. Il se veut un prophète. Alors moi, j'ai retrouvé, il y a une vidéo de Lina qui a donc de France 3 2009, où il dit, le même professeur Raoult, donc en 2009, ça fait un petit moment déjà, et que c'était une épidémie de grippe qui touchait la région PACA, donc sa région. Il était interrogé dans le 19-20 de France 3, et il disait, eh bien, on n'est pas armé pour faire face à un virus qui serait un virus qui toucherait les voies respiratoires. Et donc, si quelque chose comme ça devait arriver, eh bien, nous n'avons pas les armes en France. Et donc, déjà, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'est pas inventé prophète depuis 3 semaines, ce docteur Raoult. Il est prophète depuis très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas quelques grains de folie, comme le soulignait Alain Duhamel, mais ça veut dire aussi qu'il y a un discours qui est pensé, réfléchi. Il y a un discours cohérent et en dépit de la mise en scène farfelue et un peu surjouée. Voilà, il y a malgré tout une cohérence. À ceci près qu'il disait, on n'a pas d'instrument, et que là il dit, mais si, moi j'ai l'instrument. Oui, parce que ce qui n'est pas absolument le même. Mais ça fait 11 ans. Oui, mais non, le médicament existait depuis bien plus longtemps. Ça ne marche pas. Mauvais argument, ça. Mais sur les réseaux sociaux... Attendez, je vous cite exactement la phrase. On ne sait pas lutter contre la contagion d'un virus respiratoire. Face à un virus mutant respiratoire, ce serait, disait-il, un désastre considérable, car nous ne savons pas faire par manque de connaissances et d'organisation sociale. Oui, mais sur les réseaux sociaux... Les gilets jaunes sur les réseaux sociaux l'adorent. Parce que c'est le génie contre les mandarins, c'est le Marseillais contre les Parisiens, il y a de ça aussi. C'est un peu l'iconoclaste contre les technocrates. Et alors, semble-t-il aussi, c'est l'ennemi juré d'Agnès Buzyn et de son mari Yves Lévy. Et donc ça rajoute. Donc derrière, c'est peut-être celui qui dit non à Macron. Alors les choses sont pas si simples, parce qu'on apprend qu'il téléphone à Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, il aime bien ce genre de personnage non conformiste, Alain Duhamel. Oui, puis surtout, il ne peut pas se permettre de le négliger. Parce que c'est vrai que ça n'est pas quelqu'un qu'on néglige. Sauf qu'il a un peu claqué la porte du conseil scientifique. Mais c'est quelqu'un qui insupporte, mais ça n'est pas quelqu'un qu'on puisse négliger, parce qu'il a effectivement trouvé des choses. Donc il faut bien lui parler. Il faut écouter ce qu'il a à dire. Ensuite, il faut l'évaluer. Mais ça, il y a d'autres scientifiques qui s'en occupent. Si je puis me permettre, il est dans la grande tradition mandarinale. Mais absolument. C'est-à-dire de gens qui ont des coups de génie et qui ensuite deviennent des gourous. Et ils sont incontournables pour des politiques qui, au fond, se raccrochent à eux parce qu'ils pensent que c'est populaire. Et qu'ils n'osent pas les négliger. Et voilà. Et s'ils se trompent, on n'en tiendra pas compte. Mais si c'est le coup de génie, c'est le coup de Paris. Mais il n'y a pas que les politiques, aussi les Français qui sont rassurés en disant qu'il y a peut-être un médicament miracle. Vous savez qu'on a eu un prix Nobel sur le sida qui ensuite a pensé qu'on pouvait traiter le Parkinson du pape par de la papaye. On a eu un doyen qui a pris des positions extraordinaires sur les statines, sur le tabagisme passif n'existe pas, et qui faisait la une, y compris dans les médias, parce que très bon public.
Ça fait de l'audience, ça fait de l'audimat, ça fait vendre. Donc voilà, moi ce qui me gêne, c'est pas tout ça. Parce qu'au fond, ces personnages sont assez romanesques. Et on a peut-être besoin aussi. Non, ce qui me gêne, c'est le risque pour les autres. C'est-à-dire C'est-à-dire quand un doyen bridit que les statines ça vous rend stupide, qu'il ne faut pas en prendre, et que les coronariens l'arrêtent, qu'il va y avoir des morts derrière, c'est irresponsable. Quand lui dit c'est pas la peine de se confiner, ça c'est la vision moyenâgeuse, moi j'ai la vision moderne. Il y a plein de gens qui disent ça risque rien ce confinement, c'est stupide. Ça c'est irresponsable. On a le droit d'être un homme de théâtre, on a le droit même d'être génial, on n'a pas le droit d'être irresponsable. Oui, parce que surtout maintenant, sa parole porte, on l'a bien vu. C'est devenu quelqu'un de public, tout le monde l'a découvert, le grand public. Et de populaire. Alors, il était très connu, mais dans le milieu, il avait une renommée internationale, mais voilà, le grand public le découvre, je veux dire, il fait la une de match, etc. Et donc, le danger, c'est qu'on suive tout ce qu'il raconte et qu'on se dise, vite, je vais en pharmacie, à tout prix trouver ma boîte de médicaments qui permettra de me sauver si je suis malade. Et dans les temps de désarroi, je veux dire, Olivier, aujourd'hui, n'importe qui, s'accroche à tous les espoirs. N'importe qui se présente devant un micro avec des réponses et des certitudes, dans un moment où personne n'en a des réponses, personne n'a de certitude, et qu'il y a cette angoisse qui rôde et qui nous gagne tous, forcément, si vous voulez, les yeux de la fulgurance et de la réponse sont plus qu'attirants. Voilà. C'est très intéressant ce qui s'est passé en quelques jours. Il y a quelques jours, la star, c'était le professeur Salomon, celui qui, tous les soirs, à la même heure, dresse le bilan de cette épidémie. Puis maintenant, le professeur Salomon, il est contesté comme l'exécutif, et on se dit, mais il ne nous donne pas vraiment les chiffres, on n'a pas, par exemple, le nombre de morts dans les EHPAD, les cas, c'est seulement les cas testés, sauf qu'on ne teste pas, et puis ça y est, on s'est trouvé une autre personnalité, c'est Didier Raoult. Mais c'est vrai que en période d'angoisse, on est dans une période d'angoisse qui est d'ailleurs légitime, on a besoin de figures auxquelles se raccrocher. Alors dans le temps, c'était le Christ, la Vierge Marie et le saint du quartier. Bon, aujourd'hui, ce sont des grands médecins, des grands scientifiques. Je veux dire, on croit plus aux scientifiques qu'aux politiques aujourd'hui. Oui, ça a toujours été le cas. Ça, au Moyen-Âge déjà. Là, il n'y a pas de changement. Mais c'est vrai qu'on a besoin de figures qui, justement, ne symbolisent pas le pouvoir, symbolisent autre chose, symbolisent une alternative au pouvoir. Et lui, c'est un contre-pouvoir. Lui, c'est ça. Oui, même si maintenant... En fait, aujourd'hui, Olivier Véran et la communauté scientifique est en train de dire essayons, regardons. Oui. C'est-à-dire que les choses sont en train de changer. Oui, heureusement. Et d'ailleurs, au début, c'était pas ça. C'était pas ça. Au début, on l'a un peu pris pour un farfelu. Exactement. Et on voit bien qu'il y a une inflexion. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un décret qui est paru et qui propose que l'hydroxychloroquine soit justement proposée à tous les patients malades à l'hôpital. Et d'ailleurs, bien sûr, tard par rapport à ce que dit Raoult. Sûr. Mais en tout cas, Raoult dit aujourd'hui sur Twitter, je m'en félicite, c'est formidable. Effectivement, on voit bien qu'en tout cas, les choses sont en train d'évoluer et qu'on est en train de se dire que peut-être il faut prendre au sérieux cet essai-là. Et cet essai-là, d'ailleurs, il est en train d'être produit dans d'autres hôpitaux, à la Pitié-Salpêtrière. Il va y avoir un grand essai clinique mené au niveau européen. Mais le risque politique, en effet, que ne pouvait pas prendre Emmanuel Macron et plus largement les autorités sanitaires, c'est de se retrouver à laisser passer 15 jours avec des morts chaque jour davantage et qu'ensuite, dans 15 jours, les essais de l'INSERM s'avèrent plus ou moins concluants et qu'on dise qu'on avait 15 jours de retard et 15 jours avec chaque fois des morts. En période de crise, les politiques sont prisonniers de la popularité, de personnalités de la société civile qui, en fait, sont dans la tête des gens des alternatives aux politiques. Didier Raoult, il déteste l'INSERM, par exemple. Oui, mais les gens qui ne sont pas le détestent et ceux qui y sont trouvent que c'est très bien. Là, le problème, c'est qu'il est arrivé avec une étude, qui a une étude qui est préliminaire, qui ne permet pas de conclure, mais il n'arrive pas seulement avec une idée. Il arrive avec une étude, une charge virale diminue, donc il en conclut trop vite, donc j'ai le traitement, mais il arrive avec une étude. Donc à ce moment-là, c'est logique, c'est pas seulement la pression de la population. C'est logique de dire, il y a une étude préliminaire, donc elle doit être testée. D'ailleurs, elle est testée dans les services de réanimation. La Pitié-Salpêtrière, le docteur Constantin l'utilise. Voilà, donc ça, c'est assez logique. Le problème, c'est que il ne faudrait pas que les scientifiques donnent des avis consensuels. Sauf quand c'est évident pour tout le monde, c'est clair, donc ils disent, c'est ça la règle.
souvent, il y a des désaccords entre spécialistes, entre universitaires et chercheurs. Il faut, ce qu'on doit dire aux politiques, voilà les arguments pour, les arguments contre telle hypothèse, voilà les arguments pour, contre telle hypothèse. Maintenant, faites votre choix. Prenez vos responsabilités. Mais exactement. C'est pas aux médecins, aux scientifiques de dire il faut maintenir le premier tour des municipales ou pas. Absolument. Ils peuvent dire voilà ce qu'on pense des risques. D'ailleurs, ils se sont plantés. Excusez-moi, mais voilà. Le conseil scientifique n'a peut-être pas donné de bons conseils. Je pense que ce qui serait mieux, c'est de dire quel débat vous avez eu dans votre conseil scientifique. Oui. Parce qu'évidemment, il y a eu débat. Oui. Il y a bien un ou deux qui ont dit pas d'accord, ou qui ont dit c'est très dangereux. Mais parce qu'autrement, on demande aux scientifiques de donner un consensus, ce qu'on fait beaucoup en France. Hein. On fait une commission et un consensus. Et dès que le consensus sort, et on adore les commissions, les comités. Voilà. D'ailleurs, maintenant, il y a 2 comités d'experts autour d'Emmanuel Macron. Exactement. Mais quand même, peut-on se passer de la méthode scientifique en situation d'urgence? Parce que je comprends bien, c'est une étude, elle n'est pas suffisante, il faut en faire plus. Mais on est en situation d'urgence, professeur Grimaldi. Oui, on ne peut pas se passer de la méthode scientifique. Mais encore une fois, si vous avez un traitement très efficace qui sauve, il vous faut très peu de malades. 1922, je vous dis, un seul enfant, le premier enfant, Leonard Thompson, était dans le coma, on le guérit avec de l'insuline et ça en est fini pour les diabétiques. Insulindépendants, l'insuline a fait ses preuves, il n'y aura jamais plus d'études. Les antibiotiques, pareil. Donc là, on est dans des progrès qui sont différents. Est-ce qu'on diminue de 20%? Est-ce qu'on diminue de 30%? Dans quelle forme? Les formes débutantes, pas les formes graves. Donc c'est plus complexe. Donc il faut une méthodologie. On ne peut pas faire sans méthodologie. Alors voilà, là par contre, lui il dit, j'ai trouvé l'insuline. Je vous donne le médicament, vous êtes guéri. Oui, c'est comme ça qu'il le vend. Hein. Voilà, donc il n'y a pas d'étude à faire, dit-il. Mais simplement, les malades qu'il guérit n'étaient pas malades avant, enfin, ou pas morts, il n'y a pas de symptômes graves. Donc nous voilà dans une situation très différente. Ils auraient peut-être guéri sans le médicament. Mais de toute façon, il y a cet essai européen Discovery, c'est ça? Exactement. Et il y a d'autres d'ailleurs traitements qui sont testés, il n'y a pas seulement la chloroquine. Oui. Dans cet essai, qui est une méthodologie très, très rigoureuse, il y a 4 bras, et à chaque fois qu'un médicament qui n'est pas efficace, il sortira, et s'il y a une autre hypothèse, elle sera testée. Donc c'est une méthodologie évolutive pour pouvoir avoir le plus rapidement possible un médicament efficace en attendant d'avoir un vaccin. Didier Raoult, c'est une star, c'est une nouvelle star où il partira quand on sera sorti de cet épisode, on l'aura oublié. Alors ça dépend ce qu'il arrivera à son médicament. Si ça marche, ça sera. La France se prosternera. Si ça marche moins bien, la France se détournera. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a 2 destins possibles. Soit il devient donc le Messie 2.0 qui a sauvé, qui a alerté les pouvoirs publics et sauvé les Français. Donc, et pas seulement les Français, parce que et bien au-delà des Français. On en parle aussi aux États-Unis. Trump a dit que c'était un don du ciel. Un prédicateur de pacotille qui a agité des chiffons rouges. Mais si vous voulez, de toute façon, c'est le premier grand destin est intéressant. C'est-à-dire qu'il est de toute façon romanesque. Aujourd'hui, il est devenu romanesque. Il est entré ça sur vous plaît, la quand c'est scène du romanesque, roman national. J'adore ça. Et puis la guerre des gauches chez les scientifiques, on ne connaissait pas aussi. La guerre des gauches. On découvre ça aussi. C'est que les scientifiques, c'est comme dans d'autres professions, il y a de la guerre d'ego, il y a de la concurrence, il y a du pouvoir, il y a la des bataille. Rivalités, et oui, monsieur Grimaldi. Et dans tous les milieux humains, c'est la même chose. Bien sûr. La seule chose, c'est qu'il y en a qui sont très exposés, donc tout le monde le voit, comme les politiques, et d'autres qui sont moins exposés, donc on le voit moins. Mais c'est la même chose, bien sûr. Merci à tous les 4. Dans un instant, vous retrouvez Ruth Elkrief. Bonne soirée à tous.